Andarta Iglis est une association culturelle à but non lucratif. Avec sa passion et l'expérience acquise, elle œuvre de manière bénévole pour la valorisation du patrimoine, en particulier celtique, à travers l'exploration des pays et régions influencés par cette culture. Cette vidéo a pour vocation de partager avec le public les activités de notre association. Des activités aussi variées que des ateliers de groupe autour d'un projet, des sorties et des visites thématiques, des conférences et des spectacles, ainsi que des voyages en partenariat avec des animateurs du patrimoine et des agences de voyage. Ces activités se déroulent dans la Drôme où se trouve le siège de l'association et toutes les régions voisines, le Dauphiné, la Savoie et jusqu'en Suisse romande. D'autres activités se déroulent en Irlande, d'où l'association tire ses origines, avec pour vocation la valorisation du patrimoine et des traditions celtiques. Voici donc le résultat d'une longue étude en vue de la création d'un voyage thématique en Irlande, avec comme sujet la mythologie celtique, les traditions gaéliques et la musique irlandaise. Connu pour ses paysages, qui sont un condensé des pays d'Europe du Nord, ce qui est peut-être moins connu, c'est l'abondance et la richesse de son héritage celtique. Un héritage qui, lui-même, contient un fond de tradition qui remonte à des milliers d'années. Un héritage qui est, sous beaucoup d'aspects, encore vivant dans certaines pratiques artistiques, spirituelles et sociales. Pour appréhender la culture gaélique, apprécier au mieux des traditions souvent invisibles aux étrangers, en saisir toutes les subtilités, il est indispensable d'être accompagné d'un guide, une personne qui ait une expérience intime de cette culture ancienne. David, dit le barde voyageur, par exemple, fait partie de cela. Parfaitement bilingue, français-anglais, avec une formation de guide conférencier et de surcroît un Shanachie, c'est-à-dire un conteur traditionnel, un authentique passeur du vieux savoir. Comme le montre ce tracé sur la carte, l'itinéraire en 14 jours se déploie principalement en République d'Irlande ainsi qu'une partie en Irlande du Nord. Certains des plus beaux paysages irlandais sont à l'honneur, de même que certaines visites des plus connues. Néanmoins, à ceci s'ajoutent de nombreux sites méconnus, loin des courants touristiques, et d'une ouverture sur leur dimension spirituelle et philosophique. L'Irlande ayant échappé aux conquêtes romaines, ainsi qu'aux conquêtes barbares, son héritage celtique vibre plus encore que dans bien des pays européens. C'est ainsi que vous pourrez apprendre ce qu'était le druidisme et le côté ésotérique de leurs croyances. Vous serez amené à visiter de nombreux sites proprement liés à ces traditions premières, des traditions qui ont survécu jusqu'à nos jours sous une forme ou sous une autre, associées à des récits tirés de la mythologie gaélique, des récits qui ont traversé les âges et offrent un reflet passionnant de ces civilisations de l'âge de la pierre jusqu'à l'âge du fer, aux origines de nos cultures européennes. Pour une découverte intime de l'Irlande, qui puisse toucher jusqu'à l'âme de cette île et de son peuple, de son héritage et de ses paysages, nous conseillons vivement un déplacement en petit minibus, avec un nombre de participants limité à 7 ou 8 personnes. Ainsi, aucune des plus petites routes de l'île ne seront hors de portée, et l'avantage de visiter des régions et des sites encore inconnus du grand public. La flexibilité, bien sûr, d'un tel programme repose aussi sur un rythme détendu,
avec la liberté de s'arrêter où l'on veut le midi et se permettre toutes les options possibles. Un restaurant, un pub, un pique-nique au saumon fumé, si le temps est ensoleillé par exemple, face à l'océan, pourquoi pas. Et le soir venu, ce sera l'occasion de découvrir l'ambiance des pubs, la musique, les chants et les danses du pays. Vous pourrez compter sur votre guide pour les bonnes adresses et une bonne compagnie. Vous l'aurez compris, ce programme est conçu en mode slow travel, ce qui veut dire moins de kilomètres et plus de temps pour les visites et l'exploration d'une région. Cependant, il s'agit bien d'un circuit et non d'un séjour, ce qui implique que vous devez être en mouvement tous les jours, à moins d'ajouter des journées de repos au total. Les étapes comptent 2 nuits de suite dans le même hébergement et parfois seulement une nuit. Mais le programme offre tout de même quelques temps libres pour vous relaxer ou faire du shopping. Nous avons aussi fait attention à ce que toutes les visites et les petites promenades à pied sont accessibles du moment que vous êtes mobile, sans conditions physiques particulières. Pour le minibus, nous vous conseillons un véhicule de 9 places, en version longue pour les bagages, loué chez une compagnie sérieuse comme Hertz par exemple, en y incluant toutes les assurances. 9 places vous permettront d'asseoir confortablement 7 passagers plus votre guide. Et ce dernier propose d'ordinaire de vous conduire à titre gracieux, ayant plus l'habitude des routes et de l'accès au site. Ce qui vous permet de profiter en plein des paysages et de vos découvertes. En 14 jours, voici ce que nous suggérons. Tout d'abord, une arrivée sur le territoire irlandais par Dublin, que ce soit en avion ou par ferry si vous préférez. Le retour se ferait aussi par Dublin, à moins d'un retour possible par Cork sur la côte sud. Avec une arrivée le matin, ce premier jour est consacré à la découverte de la capitale irlandaise. Dublin, qui possède un riche patrimoine historique, est une des plus vieilles capitales d'Europe de l'Ouest. Durant l'Antiquité, d'après Ptolémée ou Péthéas, la baie de Dublin connaissait l'activité portuaire la plus importante d'Europe du Nord. Ensemble avec les Vikings et les Normands, les Gaëls en feront la plus grande ville d'Irlande et leur nouvelle capitale. À la suite des conquêtes anglaises menées par les Tudors, la ville connaît une transformation radicale dans le style géorgien et victorien et devient pendant un temps la 2e plus grande ville de tout l'Empire britannique, juste après Londres. Aujourd'hui, capitale d'un pays libéré du colonialisme en 1922, puis de la République d'Irlande instaurée en 1949, elle est considérée comme une des villes les plus dynamiques et conviviales d'Europe. Élue capitale européenne de la culture en 1991, elle est aussi élue par l'UNESCO comme capitale mondiale de la littérature en 2010. Outre plusieurs arrêts pour admirer ses principales artères, monuments et ses fameux quartiers géorgiens, nous proposons la visite du Musée national d'histoire et d'archéologie. Une visite incontournable à qui veut comprendre et apprécier la richesse du patrimoine ancien de l'Irlande. Un patrimoine pourtant bien méconnu à l'étranger. Les époques de l'âge du bronze et du fer sont particulièrement intéressantes, qui ont donné naissance à la culture gaélique, ininterrompue sur plus de 1500 ans. Aménagée depuis le 19e siècle dans une aile du palais de Leinster House, on y admire des collections d'armes antiques, des bijoux, des outils et des sculptures trouvées sur des sites qui sont visités dans ce programme. La fascinante collection d'objets et de parures en or datant de l'âge du bronze est une des plus remarquables en Europe occidentale.
Les 2 premières nuits sont prévues sur la côte de la mer d'Irlande, juste au sud de Dublin. Le 2e jour est consacré à l'exploration du comté de Wicklow, une région occupée par un relief montagneux qui peut surprendre les visiteurs. En effet, l'Irlande est plus connue pour sa musique et ses vastes tourbières. Et pourtant, l'Irlande possède de beaux reliefs montagneux. Il s'agit de vieux massifs, bien plus anciens que les Alpes ou le Jura, et fortement érodés par les dernières glaciations du Quaternaire. Elles ont d'ailleurs plus de ressemblances avec les Vosges, dans leur relief autant que par leurs roches dures, et avec la mer directement au pied des reliefs, les versants maritimes sont si tempérés qu'on y trouve une végétation proprement luxuriante. Au cœur de ces paysages verdoyants, nous proposons de visiter un des plus beaux jardins et parcs d'Irlande, le Powerscourt Estate and Gardens. Sous les traits réguliers et sobres du palais de la famille Powerscourt, les jardins descendent en grandes terrasses sur les versants d'une haute colline. Une promenade s'impose dans cet Éden soigneusement manucuré, en passant par la roseraie, le jardin japonais et l'arboretum. La région offre aussi de belles routes de montagne, avec des panoramas grandioses sur les vallées et les lacs. Au cœur de ces reliefs, à l'entrée du parc national de Wicklow, nous suggérons une seconde visite, celle de l'ancien monastère de Glendalough. Ayant connu son âge d'or au début du Moyen-Âge, la grande cité monastique fut fondée par saint Kevin au VIe siècle, avant de devenir un centre d'enseignement et d'érudition dont l'influence s'étendait jusqu'à l'empire de Charlemagne. Dans un coin plus discret, sous le feuillage des arbres et parmi de gros blocs de pierre, on y trouve aussi les traces d'un site sacré qui remonte à l'époque païenne. Il vous faudra compter sur les connaissances du guide pour lever le voile sur un savoir dont peu de livres parlent. Ce 2e soir pourrait être l'occasion d'une sortie dans un pub local et découvrir la chaleureuse convivialité d'un lieu si prisé des Irlandais. À l'origine, pub était la contraction de public house, la maison dans laquelle les habitants du coin venaient pour socialiser, boire un coup et jouer de la musique. Le 3e jour, il faudra partir avec les valises. Cette fois-ci, pour la pointe sud-est de l'île. Mais avant de quitter le comté de Wicklow, on vous conseille un crochet par la belle vallée d'Avoca et son bel ensemble forestier. Dans un charmant petit village traditionnel se trouve d'ailleurs une des dernières fabriques traditionnelles de textiles. À savoir que c'est en se spécialisant dans une production de qualité pour les marques de luxe que l'Irlande se retrouve parmi les derniers pays en Europe à encore produire des tissus en laine. Ces pulls, ces tweeds et ces écharpes sont particulièrement recherchés. La visite de la fabrique vaut le détour et sa boutique regorge de très beaux articles. De retour sur la route côtière, face à la grande baie de Wexford, une autre visite que nous incluons sur ce programme, le National Heritage Park. Il s'agit d'un parc écomusée, en plein air donc, spécialisé dans l'archéologie expérimentale. Le parc couvre 14 hectares où se répartissent de nombreuses reconstitutions d'habitats basées sur le résultat des fouilles archéologiques conduites à travers l'île. Tous les ouvrages sont le résultat d'études approfondies, à tel point qu'on pourrait se croire transporté dans le temps. On commence par des campements des premiers chasseurs-cueilleurs d'il y a 10 000 ans pour finir à l'époque viking et normande. Une façon aussi de vivre l'histoire, surtout quand les sites sont animés par les récits historiques contés par votre guide. L'itinéraire se poursuit par la petite ville de New Ross,
avec un arrêt pour admirer le Dunbrody Ship, une réplique exacte d'un 3-mâts, un navire à voile resté célèbre pour ses nombreuses traversées entre l'Irlande et le Nouveau Monde au XIXe siècle. Une époque liée à la grande famine des années 1840 et au départ des grandes vagues d'émigration du peuple irlandais. En continuant jusqu'à la ville historique de Waterford, reconnue pour être la plus ancienne ville d'Irlande, nous proposons une dernière visite de la journée. Son musée, le Waterford Treasures, il compte parmi ses trésors une charte du XIVe siècle unique en Europe. Un rouleau de plusieurs pages en vellum de 4 mètres de long, chargé d'illustrations peintes où figurent les rois Henri II Plantagenet et jusqu'à Édouard III. On y trouve aussi l'épée d'Édouard IV et une collection unique de chasubles tissés au fil d'or datant du XVe siècle. En fin de journée, nous vous suggérons Dungarvan, un pittoresque port de pêche sur la côte sud, pour passer les 2 prochaines nuits. Le jour 4 est consacré à des visites dans le comté voisin de Tipperary. Tipperary? Oh, it's a long ways to Tipperary. It's a long ways to go to mother. It's a long ways to Tipperary, to the sweetest girl I know. God bless her, goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square. Oh, it's a long, long ways to Tipperary, and my heart lies out there. Oh, pardon. Je me suis emporté. Revenons au programme de cette journée. Nous proposons de commencer par des petites routes de campagne, celles qui coupent à travers les montagnes de Knockmeldown, une petite chaîne qui longe la côte de la mer Celtique. En prenant de l'altitude, les terrains se couvrent rapidement d'une vaste lande de bruyère et de joncs sur laquelle aiment à vagabonder les moutons. La route devient on ne peut plus isolée et passe par un col qui offre alors, en direction du nord, un panorama grandiose. Se déroule à vos pieds le bassin fertile de la rivière Shore et son bocage, constitué d'un immense patchwork de petits champs. En entamant la descente, les versants sont ici envahis par des massifs sauvages de rhododendrons et des forêts de résineux. Vous arriverez alors dans une région aux terres fertiles, occupée par les cultures céréalières et les arbres fruitiers. Un arrêt s'impose dans la petite ville de Cahir et nous recommandons la visite de son château fort. Venu remplacer une forteresse celte plus antique, le château, quant à lui, date du XIIe siècle. Dressant ses remparts sur un îlot rocheux au milieu de la rivière Shore, il est associé à la famille des Butler de Glengall, qui régnait sur les plaines fertiles de cette région. Ce château est un des plus beaux exemples à avoir survécu indemne de l'époque médiévale. L'itinéraire continue ensuite jusqu'au pied d'une autre chaîne de montagnes, les Galtee Mountains. Il faudra à nouveau quitter les grands axes pour se perdre dans le dédale de petites routes qui mènent au cœur de la vallée du Glen of Harlow. Une fois que l'herbe apparaîtra au milieu de la route, on sait que nous ne sommes plus très loin d'un site encore bien secret, connu des seuls habitants de la région, le havre sacré de Berryheart. Selon la tradition orale, il s'agit d'un haut lieu spirituel ainsi qu'un lieu de guérison. Une source d'eau miraculeuse se trouve associée au site qui ne voit d'ordinaire aucun touriste, dans un cadre si serein qu'il invite le visiteur au recueillement. En reprenant la route, et avant de s'en retourner à Dungarvan,
nous proposons un crochet par le site mégalithique de l'Abercalie. Ce site est répertorié par les monuments historiques irlandais comme le plus grand monument funéraire de l'âge du bronze en Irlande. Vieux de 4300 ans, selon les experts qui ont travaillé sur le site, on sait aussi qu'il fait partie des plus anciens. Son nom gaélique se traduit par « le lit de la sorcière » et il est associé à de nombreux récits que votre guide et barde voyageur se fera un plaisir de vous conter. Le retour sur Dungarvan peut se faire par la route panoramique de la vallée Blackwater. Et après le dîner de ce soir à Dungarvan, une sortie dans un des pubs de la petite ville est fortement encouragée. On y entend souvent jouer de la musique folklorique. Le 5e jour, il faudra prendre les valises, si l'on veut poursuivre plus loin vers l'ouest de l'île. Avant de quitter le comté de Waterford, nous proposons la visite de Ardmore. C'est un charmant petit village qui dresse ses chaumières entre une belle plage de sable blond et un promontoire rocheux qui s'avance dans la mer Celtique. Et son histoire est encore plus captivante. En d'autres temps, Ardmore jouissait d'une grande notoriété spirituelle et savante, dont les témoins sont les murs historiques du tout premier monastère d'Irlande, fondé au 5e siècle par saint Declan. Les murs actuels, certains datent du 8e siècle, d'autres du 12e. Mais l'église principale est admirablement sculptée de scènes bibliques et historiques. Et on y trouve aussi 2 pierres doridiques écrites en ogam. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le site est dominé par une des plus belles tours rondes du pays. Après cette première visite, l'itinéraire prend la route pour la ville de Cork. Cork est la 2e plus grande ville d'Irlande, tout à fait au sud de l'île. Et après un tour panoramique commenté par votre guide, un arrêt s'impose pour vous donner l'opportunité de flâner un peu dans le centre-ville, sans oublier un tour dans le célèbre marché couvert datant de l'époque victorienne. Pour ceux qui préfèrent les beaux monuments au shopping, nous vous recommandons la visite de la cathédrale Saint-Finbarr, un bel exemple de l'art gothique français en Irlande. Malgré l'ambiance citadine de Cork, nous vous conseillons de ne pas y rester trop longtemps, car de somptueux paysages sont à découvrir plus à l'ouest, et en particulier les étendues sauvages des Highlands du Kerry, une région occupée de grandes péninsules montagneuses et d'une côte déchiquetée. En chemin, nous ferons une halte dans la charmante petite ville de Kenmare, pour un café, un thé et surtout quelques scones du pays. Juste après, vous êtes arrivé sur la péninsule d'Iveragh, dominée par la chaîne des McGully-Cuddies. Une région isolée, faiblement peuplée, avec seules quelques petites routes pour désenclaver les îlots d'habitation. Ici, les modes de vie ont permis de préserver les traditions orales, un savoir aussi, et des coutumes qui remontent très loin dans le temps. Les paysages sont époustouflants, et pour mieux les admirer de plus près, nous conseillons la petite route du col de Ballabima. Plus loin, au-delà de Glencar, vous pouvez aussi rejoindre le lac Cara, ainsi que la baie de Dingle. Et en fin de journée, arriver à Tralee, la petite capitale du Kerry, connue pour être la ville des roses et des rosières. Là aussi une tradition qui perdure depuis des siècles et qui n'a jamais laissé la place à nos Miss d'aujourd'hui. L'élection de la rosière de Tralee est d'ailleurs le plus grand événement télévisuel de l'année en Irlande. La ville est un bon choix pour y poser vos valises 2 nuits de suite. Le 6e jour,
nous proposons dans ce programme la découverte de la péninsule de Dingle, tout au bout de l'Europe, la fin des terres européennes, le Finistère irlandais. En effet, la pointe de cette péninsule, qui s'étire loin sur l'Atlantique, forme le cap le plus occidental du plateau continental européen. L'Irlande, qui est devenue une île après la dernière période glaciaire, fait partie du plateau continental et se prolonge bien plus à l'ouest que le Portugal ou la Galicie. Attendez-vous à des paysages dignes d'un bout du monde alors que vous vous tiendrez sur le rebord de l'Europe. Dingle fait partie de ces grandes péninsules formées par une chaîne de montagnes. Elle a pour sommet le mont Brandon qui domine la pointe et surplombe l'Atlantique. Les versants abrupts ont longtemps été un obstacle, raison pour laquelle ses habitants parlent encore le gaélique plutôt que l'anglais et sont ici très attachés à leur culture ancestrale. La péninsule possède une grande richesse archéologique, ce qui prouve une occupation ancienne. La journée permet de nombreux arrêts en cours de route et nous conseillons les suivants. Tout d'abord, Inch, une des plus grandes plages de la région. Un peu plus loin, le village d'Anashcall, avec son célèbre South Pole Inn lié à l'explorateur et aventurier Tom Crean. Et puis en poursuivant par les vallées intérieures, la route mène à Dingletown, la petite capitale bien abritée par un havre naturel. La ville est très colorée, vivante et accueillante, avec son port et ses petites ruelles commerçantes. Après un petit temps libre, visite de la Dingle Distillery, une distillerie hors du commun qui produit non seulement du whisky, triple distillation dans la tradition irlandaise, mais aussi du gin et de la vodka irlandaise. Visite qui se conclura bien évidemment par une dégustation. Continuez ensuite jusqu'à la pointe de la péninsule, le cap de Slea Head, où la route étroite se fraye un chemin vertigineux entre montagnes et falaises, face aux vagues de l'Atlantique Nord. On pourra voir au large l'archipel des îles Blasket, et vous pourrez vous arrêter au village de Dunquin. C'est ici que vit la communauté la plus occidentale d'Europe. D'autres découvertes vous attendent autour de Slea Head, comme une enceinte de l'époque celtique et l'oratoire de Galarus, ayant tous deux abrité des petites communautés chrétiennes dès le VIe siècle. Galarus est un édifice remarquable, entièrement construit en pierre sèche. Pour le retour, sans hésitation, prenez la route du col O'Connor's Pass, une des routes les plus spectaculaires de l'île. Après un dénivelé de 450 mètres, le panorama depuis le col s'ouvre sur les deux versants de la péninsule et le mont Brandon. De retour à Tralee, nous vous proposons une soirée au Sinshatira, le théâtre national du folklore irlandais. Le résultat d'une volonté très forte en Irlande de voir perdurer l'héritage artistique de la culture gaélique et l'éducation des petits Irlandais qui passent invariablement par l'apprentissage de la langue gaélique, d'un instrument de musique traditionnel, les danses du pays ou encore les chansons ou les sports typiquement irlandais, ceux dont le talent est reconnu et qui souhaitent poursuivre cette passion finissent souvent par rejoindre cette institution. Ici, vous pourrez assister à un spectacle de qualité, interprété par certains des meilleurs artistes du pays, dans un répertoire traditionnel et une mise en scène qui porte sur les contes et légendes, la vie paysanne ou encore la vie sur les petites îles du large. Nous voici au 7e jour, et déjà tant de paysages et de sites visités. Ce jour-ci, nous proposons de partir explorer la région voisine, celle de Shannon, un peu plus au nord,
C'est une région moins montagneuse et surtout bien plus riche et fertile. En entrant dans le comté de Limerick, une halte s'impose dans le village de Adair. L'entretien et le fleurissement de ce village, ainsi que ses alignements de vieilles chaumières, son église médiévale et son château fort, lui ont permis de remporter le prix d'un des plus beaux villages d'Irlande. Ensuite, nous suggérons une exploration plus poussée jusqu'au cœur du comté de Limerick et sur les petites routes de campagne. Ceci dans le but de vous faire découvrir un des hauts lieux les plus mystiques des îles britanniques, le Loch Gur. Tout autour de ce lac, on trouve en effet une concentration impressionnante de sites archéologiques laissés par chacune des cultures qui se sont succédées en Irlande, du néolithique jusqu'au Moyen-Âge. Des sites abondamment mentionnés dans les textes anciens ainsi que dans la tradition orale, plus ancienne encore. Pour savoir interpréter au mieux ces lieux, un guide spécialisé, voire même un shanachie, le conteur traditionnel irlandais, est indispensable. La symbolique cachée derrière ces sites, la fonction qu'ont les aménagements de pierre, ainsi que la lecture spirituelle du paysage, sont passionnants. Ils nous ouvrent une grande fenêtre sur la pensée et les traditions de ces peuples premiers, aux origines de notre culture européenne. Sans doute le plus impressionnant des sites est celui de Grange Stone Circle, le plus grand cercle de pierre levée, ou cromlech, en Irlande, vieux de 4000 ans. Et un peu plus loin, sur un promontoire, vous pouvez aussi voir les traces de plusieurs enceintes d'époque celtique, l'occasion de comprendre la philosophie et la spiritualité liées au druidisme. Autour du lac Gur, des fêtes et des célébrations associées à la déesse solaire Anya et au dieu des moissons, Crom Dubh, étaient encore pratiquées bien au-delà de la christianisation de l'île. Ils étaient même encore honorés par des prières jusqu'au XIXe siècle. En milieu de journée, nous proposons un rendez-vous à Limerick, troisième plus grande ville d'Irlande, pour y admirer notamment ses fortifications du XIIIe siècle. C'est ici qu'on peut franchir le fleuve Shannon, antique déesse de la fertilité pour les Gaëls. On entre alors dans le comté de Clare pour partir explorer une dernière région avant la tombée du jour, la région du Buren. Il s'agit d'un plateau calcaire fortement érodé qui prend par endroits l'aspect d'un désert de pierre. Un contraste surprenant sur une île connue pour sa verdure. Ici, l'activité principale des quelques habitants est l'élevage bovin. Mais c'est la nature qui domine, avec de vastes paysages sauvages où le naturaliste trouve une grande richesse botanique et faunique. En empruntant un petit sentier méconnu des visiteurs étrangers, vous pourrez découvrir à pied et de manière donc plus intime cette région unique. L'objectif étant de se rendre sur le site archéologique de Carrowcommon, une ancienne forteresse celtique dotée d'une triple enceinte. Construite au sommet d'une petite falaise, c'est un des meilleurs exemples dans la région d'un centre de pouvoir à l'époque celtique. En fin de journée, nous vous proposons une étape de 2 nuits à Ballyvaughan, petit village situé sur le rivage de la grande baie de Galway. En ce 8e jour, on vous suggère d'explorer un peu plus cette région du Buren, et même de vous mettre à l'eau. À commencer par la route côtière du cap de Blackhead. Elle offre un coup d'œil imprenable sur les paysages typiquement karstiques de la région. Un paysage ruiniforme fait de lapia, de fissures, d'avennes, où l'eau disparaît presque aussitôt pour rejoindre de nombreux réseaux souterrains.
Autour du cap de Blackhead, le plateau plonge abruptement devant l'entrée de la grande baie de Galway. La côte est ici soumise à l'assaut des vagues et du vent océanique que rien n'a retenu depuis des milliers de kilomètres. Et une fois face au large, vous aurez en vue l'archipel des îles d'Aran. Et c'est à partir du petit port de Doolin que nous vous proposons de vous mettre à l'eau. Enfin, d'embarquer à bord d'un petit ferry pour aller sur l'île de Inisheer. Cette dernière est la plus petite des 3 îles d'Aran, des Aran Islands, et la plus proche de la terre ferme, ce qui permet une traversée rapide, en 30 minutes seulement. L'île d'Inisheer est moins visitée que sa grande sœur Inishmore, et moins peuplée aussi, avec à peine 300 habitants. Mais cela ne lui empêche pas d'offrir aux visiteurs une riche expérience de la vie et du patrimoine de cet archipel. Un archipel bien isolé aux confins de l'Europe occidentale. En défendant leur culture, leur langue gaélique et leur autonomie, les habitants ont préservé un héritage unique en Irlande. Et en termes géologiques, l'archipel forme un bloc de calcaire avec le plateau du Buren. Et nous retrouverons ici ce terrain rocailleux fait de crevasses et de lapia. Comme on peut l'imaginer, ce relief a parfois été bien difficile pour les habitants quant à assurer leur subsistance, notamment sous l'emprise britannique. Néanmoins, en des temps plus anciens, lorsqu'il était plus facile de voyager sur mer que sur terre, les îles ont tenu un rôle considérable, ce qui explique l'abondance de vestiges de l'âge du bronze, des forteresses de l'époque celtique, ainsi que de nombreux édifices du début du christianisme en Occident. Si des calèches ou des vélos sont disponibles à la location, la petite distance à parcourir pour faire le tour de l'île explique pourquoi nous recommandons plutôt une visite à pied. Un petit tour qui vous permettra de voir ces belles plages de sable, la visite des ruines d'un monastère du VIe siècle, enfoui dans les dunes, un monument funéraire de l'âge du bronze, une source d'eau sacrée, et ce qui reste aussi d'un château des O'Brien. Les petites routes et les parcelles entourées par des kilomètres de murets de pierres sèches offrent un cadre des plus reposants, l'occasion de belles bouffées d'air iodé océanique. Nous suggérons aussi vivement de prendre un retour sur Doolin et la terre ferme par les falaises de Moher. Culminant en moyenne à 200 mètres de hauteur, longues de 8 km, elles offrent un cadre vraiment impressionnant. Pour rejoindre votre hébergement, prenez donc la route qui coupe à travers le Buren, par l'Isdunvarna et en passant par le col de Corkscrew Hill. Son panorama ne manquera pas de vous faire marquer un arrêt. Voici venu le 9e jour de notre itinéraire. Il est possible aujourd'hui, pour répondre à des impératifs budgétaires ou de disponibilité, de faire un retour sur Dublin ou sur Cork et de terminer ici votre découverte. Le reste du programme pourra faire l'objet d'un second voyage en Irlande. Mais si vous avez les moyens de réaliser la totalité du programme en un seul voyage, alors voici ce que nous proposons aujourd'hui. Un départ pour le comté de Carlow au centre-est de l'Irlande. Alors, le plus intéressant, évidemment, c'est d'éviter les grandes routes et d'être accompagné d'un guide pour naviguer au mieux à travers la complexité de petites routes secondaires en Irlande. Un réseau secondaire qui est loin d'être égal à celui de la France et dans lequel bien des visiteurs se sont égarés. Et oui, même avec l'aide d'un GPS. Surtout dans la traversée de la région centrale du pays, les Midlands. Mais avant de quitter la côte ouest, prenez la route qui passe par Kinvara.
vous pourrez y admirer le château de Dunguera, posé sur son éperon rocheux entouré par les eaux de la baie de Galway. Et plus loin dans les terres, vous avez aussi à voir la tour ronde de Kilmacduagh. Celle-ci appartient à un ancien monastère du VIe siècle et a la particularité d'être intacte. Sauf qu'elle est connue pour pencher, presque autant que la tour de Pise. De Kilmacduagh, nous vous invitons à mettre le cap ensuite à l'est, en coupant par les collines de Slieve-Aughty. Au-delà, vous devrez franchir le fleuve Shannon, à la hauteur de Portumna, un ancien port fluvial qui a conservé une petite marina. Et vous serez alors au cœur des Midlands, dans le centre agricole du pays où domine l'élevage de vaches laitières. Le terrain est organisé comme un vaste patchwork de petits champs, ce qu'on appelle le bocage, encadrés par des haies qui permettent à la faune et à la flore d'être préservées. Dans la petite ville médiévale de Birr, n'hésitez pas à faire une halte. Prenez le temps de faire la visite des jardins du château. Ce grand parc cache quelques trésors inattendus, notamment la plus grande collection d'arbres rares en Irlande. Des buis qui ont plus de 300 ans et qui ont le record d'être les plus hauts du monde. On y trouve aussi l'ancien télescope assemblé par le troisième comte de Ross. Ce télescope était en son temps, à l'époque victorienne, le plus grand télescope jamais construit. Et la ville de Birr était ainsi devenue un centre international d'observation astronomique. Après cette visite, d'autres petites routes panoramiques nous amèneront à franchir les collines boisées de Slieve Bloom, avant d'arriver dans le comté de Carlow. Un arrêt au village de Killeshan permettra d'admirer les murs d'un monastère fondé lui aussi au VIe siècle, dont l'église principale, reconstruite au XIIe siècle, possède un magnifique porche d'entrée décoré d'ornements zoomorphiques et d'entrelacs. C'est dans la ville de Carlow ou dans ses environs que nous vous proposons de passer la nuit. Et puis bien sûr, soirée libre pour ceux qui veulent sortir. 10e jour du programme, durant laquelle nous recommandons la découverte d'une région qui est peu fréquentée, et pourtant si riche du point de vue historique. Rien d'étonnant car on y trouve des terres fertiles, abreuvées par la rivière Barrow, et un climat moins humide que dans l'ouest. Les premières populations agricoles du néolithique, en commençant à développer la culture des sols vers moins 4000, se sont rapidement essaimées le long de cette vallée et dans les régions alentours. Elles ont laissé derrière elles de nombreux monuments. Des sites qui attestent non seulement de leurs connaissances en matière de construction, mais aussi des savoirs accumulés depuis des siècles, notamment liés au mouvement des astres. L'avantage étant de se repérer dans l'espace et le temps. D'autres savoirs étaient liés aux énergies du sol. Vous pourrez ainsi admirer le plus grand dolmen d'Europe, le Brown's Dolmen, dont l'ensemble avoisine les 150 tonnes. Et en quittant la région de Carlow pour le comté de Wicklow, les paysages se feront plus vallonnés, et sur le sommet d'une petite colline, nous recommandons la visite du site de Rathgall. Il s'agit d'un exemple peu commun en Europe d'un oppidum, c'est-à-dire un centre de pouvoir militaire, économique et politique datant de l'âge du bronze, il y a environ 3500 ans. Investi à nouveau à l'âge du fer, avec une population celtique, l'ensemble possède 4 enceintes concentriques et couvre 8 hectares. L'après-midi, nous vous proposons la visite de 2 autres sites, voisins l'un de l'autre, toujours dans le comté de Wicklow, les cercles de pierre de Castle Ruddery et Piper Stones. Érigés tous les deux par les peuples de l'âge du bronze, ils ont servi comme lieu d'observation solaire et des phases lunaires,
avant de devenir des lieux sacralisés et ritualisés. Des traditions qui se sont perpétuées avec le développement de la culture celtique, dont les druides étaient les dépositaires du savoir et les passeurs de mémoire. Des lieux qui sont aujourd'hui respectés et parfois encore fréquentés par les populations locales. En fin de journée, et pour le bon déroulement de l'itinéraire, nous suggérons encore une étape d'une nuit dans le comté de Kildare, autour de Naas ou de Clane. 11e jour, avec comme programme un trajet qui mènera jusqu'en Irlande du Nord. Une longue route, mais une fois n'est pas coutume, qui se fera rapidement en empruntant l'autoroute. En chemin et avant de quitter le territoire de la République d'Irlande, nous vous proposons de faire 2 arrêts qui valent bien une visite. En premier, le site de Monasterboice. Parmi les nombreuses ruines de monastères irlandais, la majorité fondée au VIe et VIIe siècle, vous avez déjà pu remarquer quelques caractéristiques, comme les grandes croix sculptées, dites aussi historiées, ou encore les fines tours rondes d'une hauteur moyenne de 30 mètres. L'âge d'or de la période historique en Irlande correspond au développement, unique en Europe à cette époque, d'une vie religieuse et communautaire fortement décentralisée. L'Irlande, qui fut surnommée l'île des saints et des savants dans l'Europe médiévale, se base sur un christianisme dont l'originalité était d'avoir intégré de nombreuses traditions et des concepts philosophiques appartenant à la culture celtique et au courant druidique. Comme avec les autres sites, la présence d'un guide, voire d'un conteur traditionnel, vous permettra une meilleure compréhension de ces sujets, ainsi qu'une meilleure lecture des vestiges. Un autre arrêt, tout proche de la frontière avec l'Irlande du Nord, portera votre attention sur la tradition irlandaise des sources sacrées, au lieu-dit de Fogart, une source liée à Sainte Bridget, la druidesse, qui devint ensuite une abbesse, pour finir comme la plus honorée des saintes d'Irlande, appelée ailleurs en Europe Sainte Bridget d'Irlande. Il sera temps ensuite de franchir la frontière pour entrer sur le petit territoire de l'Irlande du Nord, un territoire faisant encore partie du Royaume-Uni. Jusqu'au début des années 2000, cette frontière était militairement gardée, durant la période du conflit nord-irlandais. C'est suite aux accords de paix, fortement appuyés et aidés financièrement par l'Union européenne, dont les 2 pays faisaient partie à l'époque, que la frontière était devenue littéralement invisible. Cependant, depuis le retrait du Royaume-Uni de l'UE, le Brexit en 2016, la question de cette frontière se retrouve au cœur des enjeux politiques et économiques les plus épineux. À ce jour, l'avenir de cette frontière, comme du territoire de l'Irlande du Nord lui-même, est toujours incertain. Alors pour en savoir plus, rien de tel qu'une visite sur le terrain. En arrivant sur Belfast, capitale de cette province qui possède un statut d'autonomie, un tour de ville mettra en lumière son patrimoine, comme l'imposant hôtel de ville, l'Opera House, le palais de Stormont, siège du Parlement, ou encore la Queen's University. Dans les quelques quartiers républicains ou loyalistes, les peintures murales sont des témoignages encore très forts de la période du conflit. L'âge d'or de la ville de Belfast est lié à son important héritage maritime, que vous pourrez découvrir en visitant l'Ulster Museum, visite fortement conseillée. Un musée qui éclaire notre compréhension de l'histoire ancienne, mais aussi de la conquête anglo-normande, ainsi que sur le conflit nord-irlandais. Et pour finir cette journée, nous ne voyons rien de mieux qu'une promenade relaxante dans les jardins botaniques de l'époque victorienne. Ceci avant de vous trouver un hébergement que vous pourrez garder pour 2 nuits.
Une sortie dans le centre-ville ce soir vous permettra de constater que les pubs sont dans le nord aussi conviviaux que dans le sud, avec même de la musique irlandaise dans ceux des quartiers gaéliques. Nous voici au 12e jour de notre programme. Nous proposons qu'elle soit exploitée au mieux pour explorer ce que l'Irlande du Nord a de plus beau à offrir, c'est-à-dire la célèbre côte des Glens of Antrim et la route panoramique appelée Causeway Drive. Cet itinéraire compte parmi les plus beaux itinéraires côtiers de l'île, le long de la mer d'Irlande, avec des vues directes sur la côte écossaise. Désenclavée pour la première fois par une route à la fin du XIXe siècle, cette côte était jusque-là très isolée, au pied d'un grand plateau, celui d'Antrim. Plusieurs arrêts seront prévus pour admirer les paysages, ainsi que les sites historiques, à commencer par le château fort de Carrickfergus sur le loch de Belfast. Et l'ambiance des petits ports de pêche habités par des communautés gaéliques, comme à Carnlough. Alors, l'avantage de circuler en minibus vous permettra d'accéder, comme ailleurs dans ce programme, aux plus petites routes, y compris celles qui passent autour du cap de Torhead, pointe la plus rapprochée de l'Écosse, à seulement 21 km. Des routes en corniche offrant des à-pics au-dessus de la mer d'Irlande et plus loin de l'Atlantique, une fois que vous aurez passé le détroit du North Channel. Les légendes abondent dans ce territoire, baigné dans la mythologie gaélique, qui est tout autant partagée avec les populations gaéliques d'Écosse. Le meilleur exemple se trouve autour de la célèbre chaussée des géants. Arrivé dans le secteur de la fameuse chaussée, une visite s'impose. Un site naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et une visite sur laquelle votre guide lèvera le voile qui cache les origines géologiques et mythologiques, ainsi que sur son aspect culturel. Bien des secrets qui expliquent la présence de dizaines de milliers de colonnes basaltiques, profondément plantées dans le sol et sous les vagues de l'océan. Suite à cette visite et avant d'entamer un retour sur Belfast, nous suggérons un arrêt pour admirer le château de Dunluce. Ces ruines imposantes se dressent dans un cadre naturel encore plus impressionnant, sur un éperon rocheux entouré de falaises en aplomb au-dessus de l'Atlantique. Une forteresse gaélique qui participa, aux côtés de la puissante dynastie des O'Neill, à faire en sorte que le royaume d'Ulster fut le dernier territoire d'Irlande à tomber aux mains anglaises. En ce 13e jour, nous vous proposons de retourner en République d'Irlande, de concentrer notre attention sur le comté de Meath et la vallée de la Boyne, cœur historique de l'héritage celtique et royal de l'Irlande. Depuis le début du Néolithique, la vallée de la rivière Boyne, la plus grande du littoral sur la mer d'Irlande, était vue comme le point d'entrée principal vers l'intérieur des terres fertiles investies très tôt par les premières populations sédentaires d'agriculteurs, il y a plus de 6000 ans. Les traces que ces peuples ont laissées sont nombreuses dans cette vallée, des vestiges qui prouvent le résultat de leurs études sur les énergies, l'astronomie, l'architecture et aussi leur vie spirituelle. Tout ceci à une époque où l'Irlande se retrouve peu à peu séparée du reste de l'Europe suite à la montée du niveau des océans pour devenir l'île qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque gaélique, avec l'arrivée de la langue et de la culture celtique, le lieu était encore considéré comme un centre important, un nombril du monde. Les monuments mégalithiques qu'on y trouve sont les témoins silencieux de ces évolutions. Et pour leur valeur, leur état de conservation, leur taille et leur nombre, ils sont aujourd'hui classés
au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parmi les deux plus grands tumulus érigés il y a environ 5500 ans, appelés Knowth et Newgrange, si vous n'avez le temps que d'en visiter un seul, nous recommandons celui de Knowth, celui qui fut, durant cette période de l'histoire, le plus grand monument jamais construit par l'homme, plus de 5 siècles avant la pyramide de Saqqara en Égypte. Knowth fut l'objet de nombreuses fouilles qui ont mis à jour la plus grande collection de gravures et de symboles rupestres en Europe sur cette période. Des décorations qui attestent des préoccupations spirituelles autant que du savoir acquis par ces peuples du néolithique. La présence d'un guide à vos côtés, spécialisé, vous apportera de nombreux éléments de compréhension sur ces symboles, notamment les éléments de réponse contenus dans certains récits de la tradition orale. L'après-midi, nous vous proposons de remonter la rivière Boyne pour vous rendre jusqu'à la colline de Tara. Le sommet de cette colline est tout entier occupé par les fondations de l'antique capitale royale des anciens Gaëls. Une population qui adopta la culture celtique tout en conservant une partie de l'héritage venu des populations précédentes, car le site de Tara était déjà un grand lieu d'assemblée à l'âge du bronze, et on y retrouve aussi un tumulus du début du néolithique. Tara est resté un centre de pouvoir royal depuis la plus haute antiquité et jusqu'au Moyen Âge. Elle fut le théâtre de grands événements historiques, célébrés dans la mythologie et copiés ensuite dans certains des plus vieux manuscrits. Là encore, la présence d'un Shanki, conteur de la tradition bardique, vous apportera tant dans la perception du site. Après cette visite en plein air, vous pourrez prendre la route pour votre dernière nuit du programme. Et selon vos options pour le lendemain, nous suggérons un hébergement non loin de Dublin. Nous voici arrivés à la 14e et dernière journée de ce programme. Pour cette dernière journée, nos propositions vont dépendre de l'heure à laquelle votre avion ou votre ferry doit vous ramener chez vous. Mais nous avons 3 options à vous soumettre. Première option, pour un départ en fin de matinée. Profitez de votre chambre et de l'hôtel pour vous relaxer, ainsi qu'une promenade sur une plage face à la mer d'Irlande ou dans le National Botanical Gardens au nord de Dublin, les jardins botaniques. Deuxième option, pour un départ en début d'après-midi, profitez d'un grand temps libre dans la capitale irlandaise, suivi par une excursion autour de la presqu'île de Howth, jusqu'au petit port de pêche pour un dernier Irish Coffee, pourquoi pas. Troisième option, pour un départ en fin d'après-midi, début de soirée. Un plus petit temps libre dans la capitale irlandaise, ainsi que la visite du château de Dublin, ancien siège du pouvoir anglo-normand durant le Moyen-Âge et de la couronne britannique après la conquête anglaise. Depuis l'indépendance du pays, c'est le lieu d'investiture de chaque président ou présidente d'Irlande. Un guide local vous amènera voir les appartements et salles d'État, la chapelle royale et la crypte avec les vestiges d'un site viking. Le reste de votre temps à Dublin sera libre pour manger et faire d'autres visites ou du shopping. D'autres options sont possibles et si vous souhaitez plus d'idées, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez un guide à vos côtés, vous pourrez voir directement avec lui ou elle. Ainsi s'achève le résultat de cette étude, pour un programme très complet en 14 jours ou 2 fois 8 jours, sur le thème de la mythologie celtique, les traditions gaéliques et la musique irlandaise. Nous espérons que le fruit de ce travail
vous soit utile, informatif et qu'il vous donne envie de partir à la découverte du patrimoine irlandais. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de détails et de profiter de nos contacts les plus variés sur place en Irlande, notamment en ce qui concerne un guide, un shanachie, c'est-à-dire un conteur traditionnel, une liste d'hébergements à recommander, ou encore une agence réceptive, compétente qui puisse prendre en charge la totalité du programme. Nous pouvons aussi vous recommander certaines agences de voyage avec lesquelles nous avons déjà coopéré, en France, en Suisse romande, en Belgique ou encore à partir du Québec. Ainsi, vous pourrez bénéficier d'une prise en charge depuis votre région, aux meilleures conditions et en toute confiance. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Elle vous a plu? Eh bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis, partagez-la autant que vous voulez. Laissez-nous un petit commentaire aussi. Finalement, abonnez-vous donc à notre chaîne. Et puis, jusqu'à la prochaine vidéo, nous vous souhaitons plein de bonnes choses. Slán a bhaile!